Le prosélytisme LGBT, exacerbé depuis peu par l'enthousiasme d'une vague savamment entretenue, ne voit pas qu'il est l'instrument d'une volonté sombre et involutive. Cette volonté à l'œuvre à l'échelle planétaire est celle d'un démantèlement des polarités de l'être, d'une dispersion, d'une confusion émotionnelle, d'un désarrimage de notre enracinement au sacré. Porté par la seule revendication de ses droits et par la conquête d'une prétendue liberté qui s'exprime bruyamment dans nos rues et sur nos écrans, ce mouvement ne se rend pas compte qu'il est en réalité l'une des modalités de rupture du lien à la terre-mère, comme au ciel en nous. Plus besoin, au travers de l'expérience terrestre, de rechercher le dévoilement de l'être, le lien à quelque chose de plus grand que nous. Une mosaïque de niches identitaires, tenant à la fois lieu de culture et de religion, y pourvoit aisément. Notez bien que ma perception ne se porte pas négativement sur l'existence de l'homosexualité, ni même de la bisexualité ou de la transidentité. Mon propos regarde du côté de l'ingénierie sociale à l'œuvre sous l'égide d'une force sombre que d'aucuns préfèrent qualifier de fantasme ou de théorie du complot. Il est bon, du point de vue de cette force sombre, que l'homme ne sache plus qui il est, et que coupé du flux vivant qui le relie au Créateur, il se perde dans des limbes émotionnelles d'où toute souveraineté de l'être a disparu. Le tour de force de cette engeance maléfique est précisément de se tenir dans l'ombre et d'entretenir par sa diabolique connaissance de la psyché humaine la parfaite illusion que l'homme conquiert ici sa liberté et que toute intuition qui lui prendrait de voir au-delà du décor en ferait, sous le regard consensuel des masses et des médias, un pitoyable complotiste. À l'opposé de cette vague LGBT, comme par un mouvement mécanique de réaction tout aussi extrême, s'élève la voix des personnes et des familles traditionnalistes, animées d'une condamnation morale des plus véhémentes à l'égard de ce mouvement planétaire. Mais, curieusement, l'intégrisme religieux n'est pas la seule forme d'opposition. Nous trouvons aussi jusque sur nos réseaux sociaux une condamnation et des propos acerbes qui s'attaquent en particulier à la représentation des personnes transgenres. Condamnation servie, il est vrai, par des photos infiniment ridicules qui, pour le coup, ont à elles seules force d'argument. Cette condamnation, loin de s'ancrer dans de quelconques dogmes religieux, est le fait d'une mouvance qui, tout au contraire, affirme être dans l'éveil autant que dans un retour à la nature comme prescriptrice des vraies valeurs. Bien que sensible à cette démarche, je remarque cependant que la compréhension du jeu énergétique comme des perturbations qui peuvent exister entre le masculin et le féminin n'y sont pas appréhendées. Le rejet de dénigrement et de moquerie à l'égard de ces incongruités de genre constitue pour eux une évidence, une preuve par les faits. La binarité est alors érigée en loi indérogeable dans le domaine des relations humaines. Elle tient lieu de conformité avec l'ordre des lois naturelles. Mais je reste convaincu que ces deux approches très différentes, quoique également réactives, épidermiques, sont hélas aveugles face à ce qu'exprime le mouvement de fond, le mouvement LGBT, indépendamment de son évidente instrumentalisation et de toute l'huile jetée sur le feu. Car bien sûr, l'existence des personnes homosexuelles, bisexuelles, transgenres, gender fluides, et j'en passe, n'est pas sans être quelque part un miroir tendu à notre réflexion. Un miroir indiquant, fût-ce de façon confuse, la nécessité de notre temps de transcender, d'apprivoiser, de connaître, d'équilibrer les notions faussement duelles du masculin et du féminin.
Il ne faut pas moins que ce théâtre à ciel ouvert face à nous, avec ses turpitudes et, il est vrai, son lot de ridicules, d'identités bariolées, pour que soit en quelque sorte testée notre propre capacité à appréhender en nous les catégories fondamentales du masculin et du féminin. Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'une femme? Quelle place tient en moi le féminin si je suis un homme? Quelle place tient en moi le masculin si je suis une femme? La fluidité énergétique qui pourrait soudain ébranler les certitudes de la dualité, de la binarité, de la rigidité des postures, est quelque chose qui, boosté par l'élévation vibratoire de la Terre, peut en déstabiliser plus d'un, faisant qu'il est alors préférable pour beaucoup d'êtres humains de camper sur des lignes de démarcation clivées, ancestrales et connues. Et pourtant, le temps n'est-il pas venu pour chaque homme de connaître à l'horizon intérieur de son être son propre féminin, reconstituant ainsi la mémoire de l'un, la mémoire primordiale de la source. Il n'en est pas alors moins homme, mais incarne de façon intime et empathique un respect pour la totalité de l'être. Telle est, à mon sens, cette mémoire, cette signature originelle de l'être. De même, le temps est venu pour chaque femme non de renoncer à sa féminité, pour adopter les pires postures du machisme et du patriarcat, mais de recevoir elle aussi à l'horizon intérieur de son être les codes sacrés du masculin qui instaureront sa complétude face à la même complétude de l'homme à ses côtés. Ainsi seulement rayonnera la possibilité du couple sacré devenu réalité. L'autre, en nous-mêmes comme à l'extérieur de nous, aura cessé d'être le palliatif à nos manques, la béquille utilitaire pour nos blessures en mal de guérison. Quand ce n'est pas le souffre-douleur des velléités de puissance de notre ego. L'homme et la femme ascensionnés porteront harmonieusement en eux, comme en creux, leur double féminin ou masculin, non comme un corps étranger, mais comme la signature de la totalité de l'être ayant transcendé son état de séparation. Je ne souscris par conséquent pas au déchaînement vindicatif sur l'identité de genre. Le sujet qui fait actuellement rage sur les réseaux sociaux, source de bien des clivages, de bien des incompréhensions, est révélateur d'une époque de grands chamboulements, mais n'appelle pas, selon moi, un traitement frontal par une posture pro ou anti. Un dépassement doit avoir lieu, non sans le regard apaisé de la transcendance. Activons alors les germes de cette transcendance en nous. Ne rejetons pas les émotions suscitées par cette conscience déstabilisante du féminin si nous sommes un homme, du masculin si nous sommes une femme. L'intuition de ce que c'est que d'être femme et de ce que c'est que d'être homme appartient non au seul représentant biologique du genre correspondant, mais bien aux deux êtres différemment polarisés. Les clés de compréhension nous sont plus que jamais données par la grâce desquelles l'insupportable et interminable guerre des sexes, qui a tant freiné l'évolution de l'humanité terrestre, peut enfin espérer son dénouement. Ainsi que je le souligne, le contexte émotionnel qui peut nous toucher à l'évocation de ces sujets n'est pas fait pour être nié, rejeté, transformé en pugilat sur fond de repli identitaire. Il nous est réellement possible tout d'abord d'identifier ces émotions, puis de les traverser, de les transmuter, de rejoindre un état de conscience où se préfigure l'homme nouveau dans sa dynamique d'intégration et d'ascension. Curieusement et paradoxalement, l'humanité terrestre qui s'en vient portera des hommes d'autant plus hommes qu'ils auront intériorisé leur polarité féminine, les rendant capables d'un infini respect pour la femme et d'un élan de protection sacrée pour ce qu'elle représente.
Ainsi, la femme, à son tour, longtemps brimée dans son féminin, voulant aujourd'hui parfois d'ailleurs reproduire les pires attitudes du mâle égotique, comme pour en découdre avec des siècles de soumission, intégrera-t-elle en miroir non le masculin qui s'est incarné dans l'histoire avec ses dominations et ses turpitudes, mais le masculin hors du temps, l'archétype originel. À l'image d'Isis et Osiris, ils seront tels des parèdres assis l'un aux côtés de l'autre. Leurs deux regards complices et complémentaires, vibrant dans la volonté du Créateur, se poseront sur la texture fertile du monde et y injecteront le levain de vie, le levain de la transformation, de la co-création. Ainsi se manifestera par la renaissance de l'Arche d'Alliance, l'infinie beauté de la terre nouvelle. En cette période où toutes les semailles de l'humanité arrivent à hyper-maturité, c'est-à-dire au moment de la manifestation et de la récolte, il n'est pas anodin que le mouvement LGBT trouve une telle expansion, non seulement dans une expression populaire de la rue, mais aussi à travers les différents relais politiques, économiques et médiatiques, lesquels, au nom d'un appel massif à la tolérance, à une prétendue défense des libertés et des minorités, établissent un consensus indiscutable sur le sujet et éludent, hélas, toute vision plus profonde ainsi que tout questionnement sur l'essence première du masculin et du féminin, comme sur le sens que revêt l'incarnation de ces énergies dans la matière. Il est seulement attendu pour chacun d'entre nous que nous soyons pour les LGBT. Sans quoi c'est notre appartenance même au concept d'humanité tel qu'il est promu par l'idéologie dite progressiste qui s'en trouve discutée. Comme toute idéologie, elle est tellement persuadée de sa légitimité qu'elle reste aveugle devant les mécanismes de son aliénation et devant la distorsion des valeurs et des principes qu'elle mobilise pour mettre en avant sa vision du vrai et du bien. La partie non visible de l'iceberg est en réalité une immense programmation. Non pas une coloration arc-en-ciel passagère de notre décennie, mais la résultante d'un conditionnement matriciel à l'œuvre depuis des décennies, consistante en l'éviction pleine et entière du sacré dans la conscience collective et individuelle au sein de notre civilisation occidentale. Les révolutions instaurant une prétendue liberté ont renversé la référence à un Dieu, érigeant en lieu et place la raison, laquelle a bien tenté de ravir à Dieu sa majuscule et de se l'attribuer comme fondement d'un humanisme dont le principe n'appartint subrepticement plus au cœur de l'homme, mais à une extériorité normative qu'on appela du nom d'universalité, et qui, à présent en voie de mondialisation, constitue pleinement la matrice artificielle qui sépare en prétendant rassembler, qui oppose en prétendant réunir. Cette matrice qui arbore orgueilleusement son enracinement dans le siècle des Lumières a, en bien des êtres humains, coupé le chemin intérieur, le chemin d'énergie qui permet l'ouverture sur l'infini, sur l'intuition de notre origine. Ces programmations, si elles trouvent leur intention auprès d'êtres conquérants œuvrant depuis l'invisible, n'en ont pas moins eu besoin de notre assentiment, de notre allégeance à ce simulacre de lumière qui nous fit miroiter les éclats trompeurs de la seule matière et nous fit croire que nous serions enfin maîtres et possesseurs de la nature. Alors, regardons précisément ce que, entre mille et une autres infamies à l'égard de la nature et de la terre-mère, l'homme est capable de réaliser en croyant être ce maître quand il ne sert en réalité que le plan des êtres involutifs dans leur entreprise de soumission et d'endormissement de l'humanité terrestre. Puisque nous parlons ici des intenses perturbations dans la perception intime du genre et de la polarité
par les consciences individuées terrestres. Souvenons-nous par exemple des conséquences hormonales sur le règne animal comme sur l'être humain qu'a induit l'utilisation massive de produits phytosanitaires et notamment d'atrazine sur les cultures intensives de la planète. Ce produit qui contamina durablement les sols et les eaux fut si efficace dans ses propriétés féminisantes qu'il fut capable de transformer des batraciens mâles en batraciens femelles. Et ce n'est là qu'un exemple parmi tant d'autres dans le domaine des perturbateurs endocriniens et hormonaux, au rang desquels se trouvent par ailleurs de nombreux médicaments. Je vous invite notamment à consulter le travail d'investigation de Madame Corinne Lalo, journaliste et grand reporter, laquelle a pu alerter entre autres sur l'action féminisante d'une molécule aussi anodine et répandue que le paracétamol. Les conséquences de ce médicament sur le fœtus sont en effet bien réelles, sans que, pour autant, cela n'ait à ce jour été réellement pris au sérieux et n'ait modifié en quoi que ce soit des habitudes solidement ancrées. Mais, au-delà du champ préoccupant des perturbateurs endocriniens et hormonaux que l'industrie humaine est capable de produire, ce dont nous devons prendre conscience, c'est du fait que ce à quoi nous assistons au travers du phénomène LGBT, c'est à l'expression d'une intention qui dépasse infiniment les individus concernés, lesquels n'en sont à leurs dépens que l'instrument. Cette intention, pour s'incarner, a cependant eu un jour besoin de la totale complicité de notre mental et de notre ego, siècle après siècle, décennie après décennie, de façon subreptice et indolore. Cette intention des mondes occultes a peu à peu défini la matrice artificielle de nos croyances, de nos paradigmes, de nos schémas éducationnels, de nos valeurs. Une constante fut la colonne vertébrale de cette intention sombre envers les humains de la Terre. La volonté tenace et involutive de tout mettre en place dans nos fonctionnements terrestres, tant individuels que collectifs, pour couper l'homme de sa verticalité symbolique, de ces pôles d'enracinement au sacré que sont la terre-mère et le ciel de ses origines. Je parle bien là en tout premier lieu de verticalité sacrée comme d'un principe premier totalement intériorisé, et non d'un corpus de connaissances extérieures dont notre monde intellectualisé est si friand. Sans ce principe premier de reliance au sacré, sans la conscience de celui-ci, c'est le déploiement harmonieux de l'incarnation humaine qui s'en trouve altéré, bridé, fragilisé et, par voie de conséquence, attaqué à sa racine par des stratégies avides trouvant là leur nourriture, et faisant de l'humain un fétu de paille orientable à loisir, manipulable, vidé de sa substance originelle qui peut être dès lors remplacée par tout autre programme habilement concocté, dans son intérêt bien sûr. Cela étant dit, que devons-nous faire, en nous et autour de nous, de cet apparent chaos de notre humanité ainsi maintenue dans l'ignorance de son être ? Quel positionnement la vie elle-même peut-elle nous suggérer lorsque nous parvenons à nous extraire de la gangue soporifique de nos conditionnements ? Ayant soudain compris quelque chose au concept de masculin et de féminin sacré, sans pour autant en ressentir pleinement la réalité, retombons-nous dans l'écueil de la séparation et du jugement dès qu'un certain spectre de l'expérience humaine, trop éloigné d'une autre, vient questionner, voire ébranler nos certitudes. En tout premier lieu, s'agissant d'homosexualité, je reste persuadé qu'il ne nous appartient pas de juger, encore moins de condamner. Cet élan premier qui décide pour une part des humains incarnés très tôt dans leur vie, d'être irrémédiablement attirés par une autre énergie ayant, dans sa manifestation terrestre, la même identité sexuelle. Cette autre énergie est, elle aussi, incarnée, individuée, aimante,
sujette à ce que s'impose pour elle aussi la même puissante et irrémédiable attraction, la même volonté de projection et d'accueil de l'autre. Sans aucune différence d'avec le contexte hétérosexuel, il est un fait que cet autre, par son visage, par son corps, par ce qu'il suscite de compréhension et d'attirance, est l'hôte d'une âme absolument unique et corrélativement d'une énergie nécessaire, évidente, complémentaire, convergente, propre à réaliser au travers de l'interaction amoureuse un puissant sentiment d'unité et de totalité. Rien en cela n'est différent. Bien sûr que les énergies de la Terre s'en mêlent, bien sûr que le feu et l'eau des deux premiers chakras dans la danse alchimique du yin et du yang produiront le rapprochement des corps en une manière charnelle qui, de tout temps, et en de si nombreux endroits du monde, a suscité les haines et les rejets les plus vifs, si ce ne sont des condamnations pour crimes, parfois punis d'emprisonnement ou de mort. Pourtant, rien dans ces particularités des vies qui se succèdent ne se décide au hasard. Une cohérence du parcours de vie dans la continuité des incarnations peut enjoindre une âme, fût-elle à jour homophobe, à vivre une existence ainsi polarisée. Une existence qui aura à réaliser d'une autre manière l'incroyable intégration du yin et du yang. Cette union ne passera certes pas par le miroir de l'autre sexe qui me révèle, si je suis un homme, mes propres rivages du féminin. Mais elle s'accomplira par le miroir du même sexe à travers lequel se joue un autre type de tension vers la totalité de l'être, un autre versant de la montagne, un autre chemin, une autre quête de la source. Cette existence se tournera alors naturellement, spontanément, vers une apparente identité de genre qui a besoin, elle aussi, de se trouver, de se mêler, de fusionner, de tendre vers une complétude qui, en dépit des apparences de la matière dense, comme des attributs sexuels en présence, contient en elle une mémoire plus profonde, le plus souvent inconsciente, à savoir la mémoire de la source, la mémoire de l'un, qui possède en son sein les horizons infinis du féminin comme du masculin. S'agissant dès lors sur la terre d'un plan d'incarnation, d'une tonalité d'être qui nous est donnée à vivre, comprenons qu'aucune rééducation forcée à l'hétérosexualité ne saurait défaire cela, qui s'est ancré dans l'expérience incarnée de ceux à qui l'homosexualité s'est imposée avec la même force d'amour péremptoire et sublime que pour l'hétérosexualité. C'est là un chemin de vie qui ne s'est pas décidé au hasard et qui, dans l'orientation de l'homme vers l'homme, de la femme vers la femme, comporte une tonalité d'expérience à vivre ainsi que d'enseignement que la mouvance hétérosexuelle serait bien mal avisée de mépriser, tant cette tonalité énergétique particulière est également une modalité d'expression de l'amour. L'amour est de toute éternité. Il est la substance première de l'univers. Dans l'électromagnétisme puissant du courant créateur originel qui se divise et transcende perpétuellement son apparente dualité, l'amour est l'alpha et l'oméga de la création. Il descend graduellement des plans les plus subtils vers les dimensions de la matière où il s'habille des enveloppes de nos corps individués, faisant que nos âmes, exilées loin de chez elles, se retrouvent soudain seules, soudain nues, soudain séparées de l'incommensurable unité de la source. C'est là, tout simplement, le concept de la chute dans la matière.
wonderful. That's all part of the environment.